tous et un mec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Un week-end mouvementé, on va bien sûr en parler beaucoup d'échanges sur le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, on va parler Bitcoin. On va parler de cette réintégration. Est-ce que c'est une incitation à l'achat pour aller voir de nouveaux plus bas, ou est-ce que c'est une intégration pour rendre ce Bitcoin plus boule que boule et faire de nouveaux plus hauts? On va essayer d'en parler dans cette vidéo. On parlera également de 3 news, finalement pour résumer tout ce qui se passe vis-à-vis de Silicon Valley Bank. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation de risque management d'investissement qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On avait partagé ceci, c'était me semble-t-il samedi. Top crypto des membres, et c'était samedi. Voilà ce que j'ai fait. Comme ça, je vous partage exactement ce que j'ai fait. Ce week-end s'annonce difficile, ni FOMO, ni émotion. Traitons uniquement ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. La dynamique de flux haussière a échoué. On en avait parlé ensemble vendredi lors du live. Les news à moins de 24 heures sont très mauvaises. Silicon Valley Bank, Silvergate, etc. Circle et l'USDC dépeg, etc., etc. Dès lors, nous devons d'agir et surtout ne pas agir FOMO long ni FOMO short. C'est une machine à laver, beaucoup de volatilité ce week-end, on l'a encore observé, on le constate ce matin même. Je vous apprends à reprendre la musique du passé, rythme souvent avec le présent, Terra Luna, l'UST, etc. Bien que ce soit complètement différent de par leur construction même vis-à-vis de leur stablecoin. Alors en effet, c'est pas de l'UST, mais au niveau de la psychologie, celle-ci n'a pas changé. Il s'est passé des choses qui ne s'était pas passé lors du crack de Terra Luna et de la chute de Terra Luna, notamment le nombre de volumes qui a été multiplié par 3 vis-à-vis de Bitcoin. C'est un record, me semble-t-il, historique. Plus de 10 000, voire 20 000 Bitcoins ont été capturés par des mains fortes, et ça, on l'a constaté notamment sur Glassnode. Ça a été beaucoup partagé sur Twitter et beaucoup partagé sur le Discord des rois du marché, et je vais vous expliquer pour ma part ce que je faisais. Je prendrai donc mes dispositions. Je ne fais strictement rien, hormis ne pas continuer à alimenter mon long. Et ça, c'est la réalité. J'avais un long et j'ai toujours un long sur ETH et BTC. Mes stop loads sont actuellement à 17 290 $ et 1142 $ pour Ethereum. Levier x4 et x5, perte possible 0,4% de mon capital. La seule chose que je n'aurais pas fait, c'est rajouter à mes longs, tout simplement. Parce que je ne connais pas l'avenir et je ne connais pas la crise de panique ou une crise systémique. On n'avait pas encore les informations vis-à-vis de la Fed. Encore à ce moment-là, ce que j'avais écrit, c'est ces lignes. Dès lors, je n'aurais pas rajouté à mes longs. Peut-être que j'aurais eu tort, mais c'est mes dispositions que je prends en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. Et on avait un fort dépeg qui a été auto-alimenté par la coupure au niveau des échanges USDC-USD qui n'a malheureusement pas permis à ce stablecoin de pouvoir se repeg. Et ça a été fait en fait ce matin. Donc ça avait quand même plutôt bien pris son sens tout au long du week-end. Donc on était relativement heureux déjà samedi soir de voir un nouveau peg quasiment. Je crois que c'était 96 ou 97 centimes de dollars sur USDC vis-à-vis de l'USD. Donc on l'a beaucoup échangé, on l'a beaucoup partagé tout au long du week-end, donc c'était plutôt intéressant à observer. Je vais le reprendre juste ici, je vais le gonfler, et puis je vais juste enlever Ishimoku Kinkoyo, donc il y en avait plusieurs. Donc on revient quasiment sur le dépeg, mais si vous reprenez en fait samedi, on était déjà quasiment voilà, 97, 98 samedi, donc c'était plutôt intéressant de l'observer. On était très content de l'observer, donc on commençait et on continuait à éloigner ce risque-là, et on se faisait affluer par beaucoup de news, notamment de parts et d'autres, que ce soit des influenceurs, des analystes, et beaucoup ont essayé de rassurer leur communauté, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il faut toujours rassurer les communautés par rapport à ce que l'on sait, et non pas en fonction de ce que l'on croit. Et il est vrai que l'USDC est considéré comme le stablecoin le plus résilient, le plus solide, le plus safe, si vous voulez, vis-à-vis de Ripple. Néanmoins, j'ai déchargé mes USDC, je suis passé en USDT. Personnellement, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là précis, et tout au long du week-end, les banques sont fermées. Donc si en fait le Circle n'arrive pas à repeg et à apporter suffisamment de liquidité pour les gens qui souhaitent sortir de l'USDC, à ce moment-là, on aurait pu voir des trucs qui sont relativement fous. Donc ceci n'est, je pense, pas vrai, me semble-t-il. Voilà, ça s'est arrêté sur les 80, donc en fonction des échangeurs, Bitstamp, Binance, Bybit, etc. Honnêtement, ça aurait pu partir extrêmement mal. Ça aurait pu partir extrêmement mal, parce qu'on avait, finalement, comment on peut dire ça, on avait coupé la possibilité de l'USDC de pouvoir repeg par rapport à des décisions d'arbitrage. Donc on avait finalement coupé la possibilité de réarbitrer par rapport aux apporteurs de liquidité. Et c'était ça le risque qu'il fallait prendre en compte. Dès lors, j'ai pris ma perte. Donc je suis quand même peu exposé sur l'USDC ou sur les stablecoins. Je le dis très régulièrement, j'ai le strict minimum sur les échangeurs. Je vous invite bien évidemment à faire de même. N'utilisez et ne laissez
que ce soit des stablecoins ou vos euros ou vos dollars sur les échangeurs, que ce qui vous permet aujourd'hui de trader ou d'investir de façon rationnelle, de façon raisonnée, etc. On ne met pas all-in et on ne met pas tous nos œufs dans le panier, bien évidemment. J'ai plusieurs échangeurs personnellement et je n'ai pas, bien évidemment, tous mes euros ou tous mes dollars sur ces échangeurs-là. Je n'ai que le strict minimum. Donc c'était assez facile pour moi de pouvoir l'arbitrer. Je l'ai arbitré pas en fonction de mes croyances vis-à-vis de l'USDC, mais je l'ai arbitré en fonction de l'impossibilité d'arbitrage des apporteurs de liquidités. Bon, franchement, ça s'est super bien passé, donc je suis juste content de le constater. Ma perte a été parfaitement gérée, et j'ai été d'accord pour perdre 9%, 8% de mon arbitrage. Donc c'est pas très grave, et je l'accepte. Toujours pareil. Parce que c'est toujours la même chose. On peut croire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, on ne fait que constater et le subir, tout simplement. Donc le fait de couper cette position-là, ou d'arbitrer, si vous voulez, entre l'USDC, je sais que beaucoup l'ont fait, hein, entre USDC, USDT ou DAI, mais DAI est 50% de USDC par rapport à son PEG, donc pas évident non plus, donc beaucoup de stablecoins commençaient à des PEG, et USDT et BUSD se sont plutôt bien maintenus. Il fallait faire ce choix-là, en tout cas j'ai fait ce choix-là. Est-ce que c'était un choix émotionnel? Oui, tout à fait, mais toujours dans une optique de gestion du risque, c'est ça le plus important. Tout n'est que gestion du risque. J'espère que j'ai été clair par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et on parle maintenant Bitcoin. Ça va être relativement rapide, réintégration. Est-ce que c'est plutôt bull? Est-ce que c'est plutôt bear? Généralement, les réintégrations ne sont pas bearish, pour être tout à fait honnête avec vous. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont FOMO short sur cette cassure ici, sur cette forme d'invalidation pour aller chercher plus bas que terre. Et très franchement, on aurait pu y aller. Mais Bitcoin a maintenu ses 20 000 $. Ce fameux point psychologique. Ça a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu tellement d'échanges tout au long de la journée d'hier et d'avant-hier. C'était assez impressionnant avec des informations. Donc tout a été dit, tout a été débunké. Hein, tous les scénarios ont été rappelés dans USD. Donc là, c'était PEG, maintenant c'est REPEG. Effectivement, les membres l'ont changé ce matin. Mais tout a été dit. Donc si vous aviez, en fait, d'ailleurs sur beaucoup de communautés, donc si vous aviez le moindre doute et si vous vous sentiez très concerné par rapport aux événements, tout a été dit sur le Discord et sur Twitter, bien évidemment. Une réintégration, on arrive sur les 0,50. Ceux qui utilisent la méthode de wake-off pourraient éventuellement interpréter ça comme une incitation à l'achat, pour derrière aller faire un nouveau plus bas. C'est pas complètement impossible. Pourquoi? Puisque nous avons échoué sur la dynamique et sur les flux acheteurs. Donc on a pris un premier flux vendeur dans la tronche. Généralement, on en prend un deuxième. Et les élotistes diront, c'est une fameuse ABC par exemple. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher une grande 2. Tout simplement, si vous êtes éliotiste, vous voyez une 1 ici, vous voyez un bas de 0, 1, puis la 2 potentiellement, mais la 2 peut très bien se positionner ici, peut se positionner ici, peut se positionner ici, donc généralement on prend un deuxième flux vendeur. Donc vous avez une zone de rechargement de vente logique. Si vous êtes trop exposé, surexposé, évidemment qu'il va peut-être falloir soulager ces positions, ici dans une zone de rechargement de vente logique, ou sur un 0,50, nous y sommes actuellement. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Bien évidemment. Donc personnellement, je ne touche à rien, puisque je ne suis pas surexposé. Mais si j'avais mis FOMO all-in long là-dedans, partez du principe que si vous ne prenez pas des profits ou si vous ne soulagez pas vos bagues, d'autres le feront à votre place, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement. Ça, c'est super important. Donc on va potentiellement essayer de chercher un creux peut-être plus haut que le précédent, pour potentiellement essayer de structurer quelque chose d'intéressant. Donc on peut très bien tout casser par le haut, mais ça c'est pas grave. Pourquoi? Puisqu'on repartira sur une dynamique tendancielle de fond haussière si on revient à casser les 25 200 $. C'est ça l'objectif. On le dit depuis vendredi, c'est exactement ce que personnellement j'attends. Et investisseurs ou gros portefeuille, c'est aussi ce que vous attendez, puisque les gros se positionneront très probablement là-dedans, pour être tout à fait franc avec vous. Donc réintégration de range, plutôt intéressant. En weekly, nous avons un magnifique hammer. Ça aussi, c'est une bougie de ravalement. Elle est juste ici, je vais tout gommer. Elle est magnifique. Alors c'est normal, là, vous voyez un truc un peu comme ça, puisque je suis sur l'index. Mais si je passe sur une autre charte, vous ne le voyez pas. C'est que l'index, en fait, prend plusieurs stablecoins, etc. Et donc, c'est un petit peu... il y avait des énormes, en fait, disparités au niveau des montants, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Bybit, que ce soit sur Coinbase, etc., tout au long du week-end. C'est normal. Donc là, pour le coup, les apporteurs et les market makers se régalent pour éventuellement essayer de dépeg ce forme de disparité, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent très franchement et très fortement. Donc bravo à eux, hein. Ils utilisent les opportunités pour pouvoir se gaver. Donc je vends sur un échangeur pour racheter sur un échangeur, sur un autre échangeur, et avoir en fait le comment ça s'appelle ça,
le premium ou le discount si vous voulez que vous utilisez, ou voilà, le spread, pardon, et vous l'utilisez pour pouvoir arbitrer tout ça et ça vous fait gagner quelques millions de dollars. Donc beaucoup se sont fait quelques millions de dollars tout au long du week-end, juste avec la disparité des prix vis-à-vis qu'il y avait sur les différents échangeurs. Et plus vous avez des forts volumes, comme les market makers, moins vous payez de fees sur ces échangeurs, bien évidemment, et votre responsabilité, c'est d'apporter de la liquidité. Donc un hammer, c'est une magnifique bougie, ça, plutôt haussière, jusqu'à preuve du contraire. Certains nous diront, et les bears nous diront, que les queues sont menées à être mangées. Certes, dès lors, on peut éventuellement essayer d'aller chercher un plus haut creux que le précédent pour faire un nouveau plus haut, un plus haut high, et aller chercher après les 25 000 $. On a le temps chez les rois. Tant que je ne le vois pas, nous sommes dans un range. Ni plus ni moins. C'est ça la vérité. C'est que nous sommes dans un range et on a réintégré le range tout simplement. Au niveau de notre RSI en 14 périodes, c'est ça que je voulais pas voir, c'est en fait notre RSI qui vient à structurer un M-top. Donc ça a été structuré, ça a été validé, bien qu'il y ait eu une magnifique réintégration avec une vraie force acheteuse ici, et vous avez un M-top qui s'est positionné sur notre RSI en 14 périodes. Dès lors, alors je suis en weekly, on attendra tout simplement un retour haussier, un nouveau high tout simplement, pour retourner cette dynamique tendancielle haussière, et on le verra très probablement sur le prix également. C'est clairement ce qu'on veut, et puis ceci, malheureusement, n'est pas très joli, parce que maintenant, cette ligne de coup fait office de résistance. C'est pour ça que notre prix actuellement est en train tout simplement de bloquer. Il va falloir s'en affranchir. Et tant qu'on ne le voit pas, c'est très difficile à jouer, surtout sur un 0,50 et en plein milieu d'un range, puisqu'on est retourné dans un milieu de range, difficile bien évidemment à interpréter et dit très difficile à jouer tout simplement. Au niveau des MACD, rien à dire au niveau de nos divergences, elles se sont fait exploser, que ce soit là haut que ce soit à la baisse sur des toutes petites time frames. On l'avait d'ailleurs dit, c'était vendredi également, si vous voulez potentiellement essayer de jouer un rebond dans le déni le plus total, attendez juste une clôture, une acceptation au-dessus des 20 200 à 20 300 $. Bravo pour ceux qui l'ont joué. Pour le coup, ça avait été annoncé dans le live. Alors, je vous le dis franchement, je ne l'ai clairement pas joué. C'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je ne fais strictement rien, finalement. Je suis plutôt investisseur. Mais beaucoup l'ont joué, beaucoup en ont profité. Les profits doivent être pris ici. Bien évidemment, si vous avez joué ce type de choses avec des forts leviers, surtout qu'il y avait une incitation à acheter ici, il y a beaucoup de creux qui étaient en train de se mettre en place pour éventuellement essayer de capturer de la liquidité, et on aurait très bien partir à la baisse, très bien partir à la hausse. Le marché se nourrit de ces liquidités. C'est pas parce que vous étiez bull, vous aviez raison, ou vous étiez bear, vous aviez eu tort, c'est que vous aviez beaucoup plus de vendeurs qui étaient en train d'essayer de hedger leur position, et beaucoup de short et FOMO short sur ces niveaux de valorisation. On le voyait très bien par rapport au funding. On a rarement vu des fundings aussi négatifs en l'espace de si peu de temps. Alors qu'au niveau des CVD sur les spots et sur les contrats futurs, on était plutôt en train de s'apprécier. Donc vous aviez beaucoup de vendeurs à découvert qui étaient en train de se positionner, et on les a tout simplement exposés. On parle là actuellement de 200 millions de dollars de short, tout simplement, qui ont été liquidés. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tort, ça veut dire qu'ils se sont très probablement couverts par rapport à ça, par rapport à une chute il y a encore quelques heures en arrière, quasi certaine. Voilà, par rapport à ça. On continue avec Ichimoku Kinkoyo, parce qu'il y a des choses qui sont très, voire extrêmement pertinentes sur Ichimoku Kinkoyo, qui permet tout simplement d'identifier mes dires vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire sur ce marché actuellement. Vous prenez Ichimoku Kinkoyo juste ici, et on va regarder, hop, j'efface ça. Actuellement, on est dans le nuage, on va chercher le bas du nuage, on fait un tout petit hammer. D'ailleurs, on a 2 jolies bougies, donc samedi et dimanche, et actuellement, on est dans le nuage entre la Kingjun et la Tenkan. Dès lors, c'est neutre. Milieu du range, c'est neutre. Pour ceux qui utilisent cet indicateur technique, vous n'agissez pas. Vous attendrez tout simplement une résolution et une acceptation au-dessus de la Kijun et au-dessus de la SSA. Ce que vous n'avez pas en fait sur Ethereum, puisque sur Ethereum, c'est boule. Vous avez un premier signal boule, et sur Ethereum, si vous avez une acceptation, à ce moment-là, on peut prétendre à une accélération pour aller chercher les précédents highs. Et on repartira sur cette dynamique de flux haussière. Plutôt intéressant à observer. On peut très bien être rejeté et revenir chercher notre SSB. Soyez complètement convaincus par rapport à ça, puisque beaucoup vous diront, c'est tout simplement neutre. Au niveau du weekly, ça aussi on l'avait dit depuis plusieurs maintenant semaines, on avait en fait des supports et des supports dynamiques, que ce soit notre moyenne mobile 20 en mensuel, ça a parfaitement été racheté, vous avez votre Kinjun ici parfaitement racheté, et on vient à clôturer au-dessus de notre Tenkan. Pour le coup, c'est plutôt propre. Donc on continue à apprécier ce prix et à avoir des choses très intéressantes sur des plus grandes time frames, et très peu l'ont vu lorsqu'on avait fait ce live vendredi. On avait fait un petit giveaway pour gagner 50 $ ou 100 voire 200 $ en USDT sur le giveaway de vendredi. Peu en fait pouvaient s'attendre à ce type de choses. Et c'est pour ça que ça se passe le plus souvent. On laisse un maximum de personnes, et surtout du public du mauvais côté,
du train, c'est complètement logique. Hein. Ne vous sentez pas lésé par rapport à ce qui s'est passé. On avait un énorme trou dans le volume profile, on est venu combler ces trous dans le volume profile, et vous avez bien évidemment un énorme, voilà, des énormes clusters ici qui s'est positionné par rapport à tout ce range précédent. Si c'est haussier, bah, on ne peut pas le réintégrer. Mais moi, je voyais aussi ce type de choses. Dès lors, si on avait continué à traverser et on se serait mis là-dedans, bah à ce moment-là, je me serais fait stopper, tout simplement, et j'aurais attendu un retournement et une structure de retournement dans une zone de liquidité complètement logique et dans une zone de rechargement d'achat court terme. Moyen terme, court terme. Donc, je me suis pas fait prendre mon stop, je suis assez content, et on n'est pas allé là-dedans, bah, c'est pas grave. Ça aurait été pour moi une opportunité, et peut-être que pour vous aussi, ça aurait pu être une opportunité. On n'y est pas allé, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. C'est super important. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, bien évidemment. Pour l'instant, on est plutôt spectateur. En tout cas, personnellement, je suis spectateur, comme je le suis, en fait, si vous voulez, la plupart du temps. La plupart du temps, je suis spectateur. On a parlé de tout ce qu'on voulait dire au niveau technique. Potentiellement de l'incitation à l'achat, rupture des flux acheteurs et de la dynamique haussière, basta. Qu'est-ce qu'on attend? Un nouveau plus haut. Ça, c'est clairement ce qu'on va attendre maintenant. On peut faire ce que vous voulez là-dedans. Bah, en fait, ça ne nous concerne pas, ou en tout cas, investisseurs, ça ne vous concerne pas. Seuls les traders et les range traders pourraient éventuellement en profiter. Lorsque vous avez deux candles consécutifs qui viennent réintégrer le milieu du range, vous avez 80% de probabilité d'aller chercher quoi? Le haut du range. Range trader, mettez-vous en place. Tout simplement. Et c'est ici que potentiellement vous vendrez ce haut de range. C'est possible sur les 25 000 $. Ça a marché une fois, ça pourrait éventuellement marcher une deuxième fois. Donc ici je vends, bah, ici en bas, j'achète. Tout simplement. Et on se retrouve milieu du range, voire un tout petit peu en bas du range. On est quand même sur les 0,50 et on a délimité ces bonnes de range. On l'avait dit d'ailleurs précédemment par rapport à ces boules, ces bears. Si je reviens ici en weekly, je voulais juste vous le remontrer. C'était voilà. Ici, c'est. Alors, je vais passer en weekly. Bon, c'est un petit peu griffouillis, je m'en excuse, parce qu'on a de plus en plus de choses, mais je vais les effacer. Hein. Tous ces machins-là, là, les trucs de short que je vous avais dit il y a plusieurs semaines, ça sert à rien de les conserver. Voilà, tout ça c'est battu, tout ça c'est parti, tout ça c'est parti. On a fait un arrachement haussier. Donc ici c'est bear et au-dessus c'est boule. On a réintégré et on a clôturé en weekly au-dessus de notre bear ici. On est parti chercher nos invalidations. Donc on a invalidé la tendance de flux acheteuse et on a testé nos convictions et on clôture au-dessus. On l'avait dit bien évidemment, la clôture sera très importante. Mais peu l'avaient encadré. Pour être tout à fait honnête avec vous, par rapport à ce giveaway, je vous avais demandé votre clôture. Par rapport à vendredi, vous aviez jusqu'à la fin de la journée de vendredi pour me donner votre clôture. Très peu étaient au-dessus des 21 000 $. Très très peu, hein. Ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Tant mieux, le marché se nourrit de tout ça et nous donne de très fortes émotions. Je résume tout ce qui s'est passé du week-end vis-à-vis de Silicon Valley Bank. Faillite de SVB. Le gouvernement américain veut éviter la contagion et éclater tout ronflement. Vous avez une réunion à huis clos au niveau de la Fed, aujourd'hui à 11h30, me semble-t-il, heure française. Les autorités américaines mettent la banque SVB aux enchères. Bingo, c'est terminé. Bon, on ne parlera pas de la banque en elle-même, la banque elle est out. Je vous avais juste un truc qui est très intéressant. Faillite de la Silicon Valley Bank, la Fed met 25 milliards de dollars sur la table pour éviter une panique bancaire. Et en fonction de cette news-là, qui a beaucoup été relayée sur le Discord et sur Twitter, j'ai vu beaucoup de personnes mettre des petits gifs avec la planche à billets et l'impression monétaire. Je vous le dis, c'est absolument pas de l'impression monétaire. C'est juste une caution. C'est une garantie. Ça revient exactement au même que si vous allez louer un appartement ou que vous allez acheter une maison, vos parents, vos grands-parents se mettent 10 cautions solidaires ou se portent caution. Ils vont pas faire un chèque. Ils vont pas aller chercher dans leur épargne. Ils sont juste là pour faire une seule chose, c'est tuer le risque. Et c'est exactement ce que fait la Fed. La Fed, dans cette ingérence, on peut appeler ça une ingérence, ou un sauvetage, ou chevalier blanc, ou tout ce que vous voulez, il tue tout simplement le risque systémique. L'intégralité des dépôts, même au-delà de 250 000 $, seront couverts par la Fed et par la Banque centrale américaine. Point. À ce moment-là précis, vous tuez tout risque systémique potentiel par rapport à Silicon Valley Bank. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres problèmes à peu près partout, parce que généralement, ça peut déclencher des actualités en cascade ou des signes noirs en cascade, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Pour l'instant, ce qu'on voit et ce qu'on observe, et on l'a sous les yeux, ça a été relayé, ça a été confirmé, ça a été validé, la Fed tue le risque. Et c'est exactement ce qu'il fallait prendre en compte.
Et tout le monde s'est remis dans les clous. Ici, vous avez une augmentation à 95,2%, et on avait partagé ça tout au long du week-end pour dire le consensus au niveau des opérateurs de marché sont en PLS total. Vous aviez des trucs à 7%, ça devenait n'importe quoi au niveau des consensus. Alors, est-ce que c'était leur algo qui était complètement délirant? Non. Maintenant, c'est 0,25 à 95% de chance que ce soit 0,25 d'augmentation, et puis 0,25 on arrivait sur le plateau 5,25. Donc, tous les discours de Jérôme Powell, tout ce qui s'est passé depuis les interventions de Jérôme Powell de mardi dernier et mercredi dernier, ont été tout simplement digérés et stoppés par le marché. Les opérateurs de marché reviennent dans les clous. Ok, donc on se détend et le VIX redescend naturellement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de quelque chose? Non, il n'y a plus besoin de s'inquiéter puisque le seul risque qu'il y avait, c'était ceci. Et la Fed vient de le tuer. Donc on peut refaire... Beaucoup de choses sont tournées, je les ai suivies de loin, au niveau de Twitter, etc. Et si, et ben tous vos si, vous les annulez, puisque voilà, c'est sous les yeux. Et vous avez Joe Biden, qui prend la parole, bien évidemment, en plein week-end, donc il était peut-être pas très content. Joe Biden prévient que les responsables de la faillite de SVB devront rendre des comptes. Ok, on reprend. Donc Silicon Valley Bank, vous reprenez Silvergate. Et Silvergate, vous reprenez FTX, tout simplement. Donc il faut juste dire à Joe que c'est son pote, en réalité, qui a mis en déroute la Silicon Valley Bank. C'est Sam Bankman-Fried. Et Sam Bankman-Fried est le principal donateur du Parti démocrate américain. Il faut juste le souligner. Dès lors, Joe, c'est plutôt ton pote qui doit rendre des comptes. C'est ça la vérité. Mais c'est clairement pas dit comme ça, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais c'est exactement ça. Ne nous y trompons pas. Voilà pour ça. J'ai pas plus de choses à dire. On a des signaux qui sont plus intéressants sur Ethereum. C'est surtout, si je devais en fait m'intéresser à un coin, ce serait plutôt Ethereum plutôt que Bitcoin, bien que Bitcoin était extrêmement résilient et a parfaitement bien clôturé. On a quand même malheureusement des formes d'invalidation par rapport à nos flux acheteurs et nous sommes dans une pleine neutralité. Voilà la finalité de la chose. Au niveau des poches de liquidité, ça c'était vraiment pas mal aussi à observer, c'est que ça a été extrêmement soutenu par les whales. Donc il y a eu une capture de liquidité relativement franche qui s'est faite au niveau des grosses baleines, et vous avez on-chain, je l'ai vu passer sur Twitter, mais j'ai pas réussi à le retrouver, que ce soit sur Glassnode, par rapport à une forme de changement de main qui est pas aussi forte, mais qui est relativement similaire à ce qui s'était passé aux alentours des 17 000 $ lors du crack de FTX. Vous avez en fait eu le même mécanisme de capture de Bitcoin sur le spot. Là, on parle vraiment pas de contrat futur, on parle pas de dérivatifs. Les dérivatifs ont été enclenchés et se sont tout simplement hedgés et s'équilibrer, que ce soit pour prendre des options, on peut le revoir ensemble là-dessus, prendre des options au niveau du 17, ça n'a pas bougé en fait. Pourquoi? Parce que ils se sont couverts, les loustiques. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Et vous avez des max pen press par rapport à... Ça n'a pas non plus été clôturé au niveau des options, sinon malheureusement vous perdez votre prime. Donc 30 000 $ et ici 25 000 $ par rapport à des strike price qui se trouvent actuellement jusqu'à la fin du mois. On peut bien évidemment continuer à les atteindre, surtout si on arrive à refranchir ces 25 000 $ dans le déni le plus total. J'ai pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. Je vous invite très fortement à faire un tout petit tour si vous voulez reprendre le fil d'actualité par rapport au PEC, par rapport au DPEC, par rapport aux analyses qu'il y a sur le Discord, puisque ça a été très largement relayé sur le Discord des rois du marché. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous avez quand même réussi à passer un bon week-end et pas trop mouvementé, bien que c'est toujours très, très facile à dire, mais très, très difficile à faire. Et nous avons un gagnant par rapport à la clôture donc de dimanche soir vis-à-vis de Bitcoin. Vous aviez donc jusqu'à vendredi pour pouvoir voter, donc c'était vendredi soir lors du live. On va regarder au niveau de BCUSDT sur Bybit. J'ai pris Bybit parce que c'est plus simple pour tout le monde. Donc c'était 21 978 $, très exactement au niveau de la clôture. Avons-nous un gagnant? Absolument. Marstouf 54, clôture 21 734 $. Toi, toujours bullish. Toujours bullish. Formidable, Marstouf. Il y avait aussi Joanito, c'était assez intéressant. Avant, j'étais en panique pendant ce genre de baisse. Ce n'est qu'un mauvais passage. Pardon, clôture weekly, 21 694. C'était pas passé très loin. Parce que je vais être honnête avec vous, ça se comptait sur une doigt d'une main.
pour celles et ceux qui étaient au-dessus des 21 000 $ pour la clôture de dimanche. Bravo à toi Marstouf, tu viens me voir directement sur le Discord, hein, tu es un régulier du Discord, tu m'envoies juste une adresse TRC20 et je t'envoie 50 USDT. Si tu as un compte Bybit, je t'en envoie 100, il faudra juste me fournir ton UID, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai aidé, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'actualité, on aura énormément d'informations et soyez-en sûrs, vous aurez aussi peut-être un petit peu de volatilité. Pourquoi? Parce que demain c'est le CPI, tout simplement, je vais essayer de le reprendre, c'était où au niveau de cette semaine, vous l'avez ici, donc mardi, voilà, IPC Core, demain. Voilà, c'est mardi 14 mars, on attendra ça et tout ça sera catalysé par rapport aux décisions de la Fed qui très probablement devrait au niveau de ses taux directeurs remonter maintenant de 0,25 points et tout le monde est d'accord à 95%. Ciao.